m'entendez toujours? Oui, toujours. Mettre la présentation. Et comme ça, vous voyez bien en ligne Teams la présentation. Je me mets sur mon... Ok. Donc, merci Marc pour ces mots introductifs. Merci encore à celles et ceux qui ont participé à l'organisation et au comité scientifique. Marc citait Sylvain, mais il y a aussi Ruby Lecoq qui est en ligne. On voulait aussi remercier nos financeurs, Unicancer et également le laboratoire SAGE, qui est un laboratoire de sciences sociales à l'université de Strasbourg et dans lequel il y a un axe territoire ultramarin dans lequel on travaille Myone donc voilà, mon rôle en quelques minutes est juste simplement d'attirer votre attention sur les posters. Donc on a essayé de diffuser le plus largement possible cet appel à posters. On a eu que 6 propositions de posters. Si jamais cet appel n'a pas été assez largement diffusé et que vous voulez mentionner, vous qui êtes en ligne, des travaux, voilà, des chercheurs qui n'auraient pas eu l'occasion de participer, n'hésitez pas à nous renvoyer des messages. Donc on a eu 6 posters qui abordent, qui traitent, qui parlent de la Polynésie française, de la Réunion, de Mayotte, des Antilles, de la Guyane française et de Ouvéa et Futuna. Donc comment retrouver ces posters? Alors nous, on a celles et ceux qui sont en présentiel, on a des posters qui sont imprimés à côté de notre pause café, mais vous qui êtes en ligne, vous pouvez avoir accès à ces posters donc sur le site d'Unicancer, dans la partie Unicancer et Outre-mer. Je vous ai mis une petite flèche, vous voyez, il faut cliquer là sur Actualité. Quand vous ouvrez Actualité, vous avez tout ce texte qui apparaît. Et là, il faut cliquer sur Retrouver les posters ici. Et là, vous avez donc, quand vous dépliez, vous avez ces 6 posters qui sont donc d'ores et déjà disponibles en ligne. Il suffit de cliquer sur ces posters pour les avoir. Là, je vais vous les montrer très rapidement sur le PowerPoint, mais je vous encourage fortement à les télécharger parce qu'ils seront de meilleure qualité que ce que vous allez pouvoir voir à l'écran, puis au moins ils seront téléchargés. Donc on a... ah oui, si vous voulez aller plus vite, et je vous ai mis un petit QR code pour retrouver plus rapidement le site d'Unicancer Outre-mer. Donc voilà, encore une fois, je vous les présente juste rapidement. Le temps pour poser des questions sur ces posters, il sera au moment où les personnes présentes, la plupart des personnes qui proposent un poster interviennent dans cette journée d'études, sauf Blandine Toninia qui sera peut-être présente au moment des questions. Donc voilà, vous pouvez poser les questions sur ces posters au moment des présentations des personnes ou au moment du temps d'échange qui est vraiment dédié à ça, de midi à 12h30, heure de Paris. Donc voilà, le premier poster, je vous ai mis les posters dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur le site d'Unicancer. Donc le premier poster, il nous a été proposé par Dolores Pourrette et son équipe, donc un ensemble de chercheurs, de chercheuses, donc CRISP, monsieur et madame CRISP, Assine, Bardou et Dumont. Il s'intitule Envoi à domicile d'un kit d'autoprélèvement HPV. Acceptabilité et efficacité chez les femmes réunionnaises non à jour du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc voilà ce premier poster. Un deuxième poster donc, qui est proposé par moi-même, Alice Servi, et qui s'intitule Ethnographie et les évacuations sanitaires liées au cancer en Polynésie française. Le troisième poster,
Là encore, ouais, coupez-le. Il faut couper le micro de l'ordi. c'est bon? Oui. Désolée pour ce petit souci technique. Donc on en était au 3e poster qui parle là encore des évacuations sanitaires qui nous est proposé par Victoire Cotreau et sa collègue Adèle Bawo, donc qui s'intitule Les évacuations sanitaires entre Mayotte et La Réunion. Un 4e poster proposé par Ruby Lecoq et messieurs et madame Angélie Aguito, Ferdinand et Mathieu. Là, qui s'intéresse au lien entre exposition au chlordécone et cancer de la prostate aux Antilles au prisme des sciences sociales. Et l'avant-dernier poster, j'allais dire enfin mais non, donc par Blandine Solignat, qui s'intitule Préfiguration de pratiques avancées infirmières dans les centres délocalisés de prévention et de soins en Guyane française. Et donc notre dernier poster, proposé par Valélia Minitoc, qui s'intitule Prévenir et prendre en charge les cancers féminins à Ouvéa et à Futuna, repenser la contextualisation des discours et des pratiques. Voilà, donc merci encore à celles et ceux qui nous ont proposé des posters. Le temps d'échange, voilà, je vous disais, ça sera plutôt de midi à 12h30 ou au moment des présentations des différentes personnes. Voilà, et je vous remets le lien QR code pour celles et ceux qui veulent aller plus vite directement les télécharger sur le site. Et donc, nous laissons maintenant la parole à notre invitée Stéphanie Mulot, qui donc va prendre la parole pour une vingtaine, trentaine de minutes. Voilà, pour une présentation qui s'intitule Qu'est-ce que l'anthropologie de la santé dans les Outre-mer? Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, désolée de mon retard, mais on va dire que la vie est intense et que les nuits sont courtes et les journées font de plus en plus 48 heures. Donc un peu rock and roll. Tu veux faire ça? Je vois. Est-ce que la question c'est est-ce qu'il le voit? Voilà. Là. Non, c'est l'autre. Est-ce qu'en ligne vous voyez et vous un retour? Oui, on voit très bien. Ok. Alors, je vais quand même si j'ai le cerbère de moi, je vais quand même me mettre le timing parce que c'est pas gagné. Alors, merci beaucoup pour cette invitation à vous parler de l'anthropologie de la santé dans les Outre-mer. Merci aux organisatrices, merci à tout le monde. Et merci de m'avoir fait sentir un vrai coup de vieux. Parce que je pense que quand on est sollicité pour faire une communication sur une ampleur à la fois géographique, temporelle et disciplinaire aussi large, c'est qu'on a pris de l'âge. Donc je me suis dit, ah voilà, c'est un effet de la maturité, on va dire, de l'expertise peut-être. Et en même temps, c'était très intéressant comme exercice parce qu'évidemment, c'est pas évident, mais et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de références qui étaient un peu datées. Alors je me suis dit, oh là 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 là, je vais leur montrer que je viens du XXe siècle.
Et puis, en même temps, je me suis dit que c'était bien quand même de revenir sur les fondamentaux de l'anthropologie de la santé dans les Outre-mer. Donc, je vais essayer de vous proposer plusieurs approches. Je vais commencer par revenir sur ce qu'est l'anthropologie de la santé, pour ensuite aborder ce que l'on peut faire dans les Outre-mer et conclure sur les liens entre l'anthropologie de la santé. Alors, faire la fabrique de l'anthropologie de la santé, je fais une présentation dans laquelle je me rends compte que je dois beaucoup à l'Association d'anthropologie médicale et de la santé AMADES, qui a été fondée par Jean-Benoît et Lise Desclos dans les années 80 et qui ont vraiment posé les bases de la discipline. Et une association qui a été créée par des médecins qui sont devenus anthropologues. Et c'est ça qui est justement intéressant, c'est de rappeler que on a monté l'anthropologie de la santé en France à partir de questionnements de médecins qui se sentaient démunis face à leurs patients parce qu'ils constataient que l'approche biomédicale ne suffisait pas justement à comprendre les problèmes de santé des patients, ne suffisait pas à comprendre leurs choix thérapeutiques, ce qu'ils acceptaient ou pas de faire, et surtout leurs recours thérapeutiques autres que médicaux, comme par exemple les rituels religieux. Alors, ce que l'anthropologie a proposé, l'anthropologie de la santé, c'était revenir aussi sur une dissociation qui s'est opérée à partir du moment où la médecine s'est organisée en pouvoir médical en Europe, une dissociation entre le corps physique, l'esprit et le corps social, entre le social et le biologique, en oubliant que les manifestations biologiques et somatiques sont formatées par le social et l'environnement dans lequel on vit. Donc du coup, une dissociation entre l'individu et la société, entre l'homme et sa cosmogonie, entre l'usager et ses mondes. Et en plus, dans cette dissociation, dans cette séparation, la science a aussi, en se politisant, a aussi hiérarchisé la biomédecine au-dessus des autres médecines et des savoirs populaires. Et donc on a non seulement divisé, dissocié, mais aussi hiérarchisé des savoirs. Et donc l'anthropologie de la santé se propose de les réunir, de dépasser ces clivages, de montrer les articulations et de resituer l'humain au cœur de ces mondes. Alors, les mondes de l'humain, c'est les milieux qui vont avoir de l'influence sur la santé, tout autant le milieu naturel que le milieu social, environnemental, religieux, le milieu écologique. Aujourd'hui, vous savez combien on est dans le paradigme One Health, sur la santé des humains, de l'environnement et des animaux. Évidemment, le milieu culturel, et il ne faut pas oublier le contexte politique, et j'y reviendrai. Alors, bien souvent, les anthropologues sont interpellés par la santé publique pour leur parler de culture. La demande, c'est souvent, on est face à des personnes dont la culture semble être un empêchement au recours thérapeutique ou dont la culture semble les conduire vers des pratiques qu'on ne comprend pas, sur lesquelles on n'a pas la main. Il y aurait des spécificités culturelles chez certains patients. Là, on l'entend beaucoup pour les migrants, en oubliant que la culture est partout. Et donc, on nous demande souvent enfin, on travaille du coup, mais on ne fait pas que ça, sur le façonnage culturel du corps, de la santé, de la maladie, des soins, et sur les matrices de sens, c'est-à-dire quelles sont les représentations de la maladie, comment la santé et la maladie sont culturellement signifiées, c'est-à-dire qu'elles sont ventriloques, elles parlent de la culture dans laquelle elles sont signifiées et signifiantes. La culture s'exprime à travers elles et en même temps elles expriment la culture qui les a portées, que ce soit les relations de parenté, les rapports de genre ou autres. Et donc, l'interrogation sur les liens entre culture et santé permet aussi de rappeler que les recours thérapeutiques et les soins sont inscrits dans des cultures et que des modèles explicatifs de la maladie sont produits par les patients en ayant une signification dans des contextes culturels particuliers. Et l'objectif de l'anthropologie de la santé, ce n'est pas que travailler la culture, c'est aussi dévoiler la dimension politique de la santé. C'est Didier Fassin qui nous a notamment, il n'y avait pas que lui, mais qui a largement développé cette idée, en remettant la santé au cœur des rapports de pouvoir, pour, d'une part, insister sur la prégnance des inégalités de santé, que ce soit de classe, de race, de genre, d'âge, de couleur, et la façon dont les habitus de classe sociale sont incorporés véritablement, sont
comment dire, modèle les corps dès l'enfance, que ce soit dans le rapport à l'alimentation, dans le rapport au genre, dans le rapport à la sexualité, enfin tout un tas de choses. Le corps incorpore ces inégalités. Il incorpore aussi éventuellement les violences structurelles, c'est-à-dire toutes les violences qui organisent la société. Et ce sur quoi les anthropologues travaillent, c'est donc aussi les inégalités face à la maladie, face aux risques, notamment face aux épidémies. On l'a vu beaucoup dans la mobilisation des anthropologues au moment de l'épidémie de sida, la pandémie de sida, et aussi là plus récemment sur le Covid. Mais les rapports de pouvoir, c'est aussi ce qui détermine les interactions, notamment les interactions soignants-soignés. Donc on travaille aussi beaucoup sur les relations de soins et la façon dont ces interactions particulières avec les médecins, avec les soignants, les paramédicaux sont porteuses en termes de prise en soin, mais peuvent être aussi néfastes quand elles sont productrices de discrimination. Donc on va aller repérer la question des discriminations. Et puis les rapports de pouvoir sont produits par des institutions, par des dispositifs. Parfois il y a des dispositifs sanitaires qui sont excluants, qui sont inégalitaires, et donc on essaye d'analyser cela. Et questionner la dimension politique de la santé, c'est aussi rappeler que la santé, c'est le résultat de politiques publiques qui organisent la société, qui nous socialisent. On peut considérer la santé comme une instance de socialisation. On est socialisé même avant notre naissance, pourrait-on dire, à la santé, puisqu'on a déjà des appareils qui nous regardent quand on est des fœtus. Et donc, on est censé répondre aussi à des injonctions politiques de santé, de la naissance jusqu'à la mort, qui organisent ce qu'on appelle le gouvernement de la vie. Et puis, l'espace politique de la santé, c'est l'espace où la santé se construit par le biais de confrontations, de discussions, de contestations, de négociations entre les acteurs à différentes échelles. Et donc, on étudie aussi la politisation de la santé par le haut, c'est-à-dire par les décideurs politiques, mais aussi par le bas, par les acteurs sociaux, les associations et les usagers. Donc, on arrive à une définition de la santé qui n'est pas biomédicale, celle de Didier Fassin, par exemple. La santé est plutôt qu'une réalité dérivée des définitions biologiques, médicales ou philosophiques. La santé apparaît simultanément comme une notion et un espace défini par des rapports de pouvoir entre le corps physique et le corps social. Quand on s'inspire de cette définition, vous voyez qu'on va faire bien autre chose que de réfléchir à une pathologie, un traitement, une observance et une adhésion aux soins dans la durée. Donc on travaille sur le formatage du social par le politique et le formatage du biologique par le social et le politique, en ayant comme idée principale que la santé, la maladie, le soin sont des constructions sociales et politiques, y compris les épidémies. Alors quelles sont les anthropologies ? On travaille à différentes échelles, que ce soit au niveau micro, méso, macro ou méta. Micro, on est au plus près des patients, des personnes, des usagers. Au niveau méso, on s'interroge sur leur environnement et sur justement leur contexte. Au niveau macro, on étudie les politiques publiques. Et au niveau méta, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on analyse ce qui se passe au niveau global, à l'échelle globale de la santé, notamment par exemple l'influence des décisions de l'OMS sur la santé des usagers. Je pense par exemple à ce qui s'est fait évidemment pendant le Covid, mais aussi avant sur la question de l'allaitement, sur la question de la prévention du VIH, sur la question de l'alimentation. Donc il y a comme ça des injonctions qui sont réfléchies et posées au niveau global. Mais au niveau global, on interroge aussi par exemple la circulation des informations sur la santé, maintenant à l'échelle globale. Tout ce qu'on a appelé l'infodémie par exemple pendant la pandémie, et donc comment la circulation d'informations par en plus les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, vont avoir de l'influence sur les pratiques des patients, des usagers, des populations. On s'inscrit dans un temps long. L'anthropologie, c'est vraiment la pratique du temps long, à la fois le temps long de nos recherches, c'est-à-dire par l'observation participante, par les entretiens, mais aussi le temps long des biographies. On resitue les usagers dans le temps long de leur parcours de vie, de leur parcours de soins.
et le temps long de la maladie, des épidémies. On reconstruit aussi des histoires de la maladie. Je pense par exemple au travail extraordinaire de Paul Farmer sur le sida en Haïti. On utilise des méthodes qualitatives d'observation participante, d'entretien. Parfois, on fait de l'anthropologie visuelle par des photos, par des documentaires, par des films. Parfois, on co-construit nos méthodes et nos outils et nos études avec les usagers. Je pense notamment au travail de Florence Ménez sur les sargasses en Martinique et à Marie-Galante, où elle fait par exemple des forums citoyens, elle fait émerger les besoins de la population avec la population. Donc, on est vraiment dans le quali et au plus près. Alors, souvent, ça nous vaut des remarques sur le fait qu'on ne serait pas assez représentatif, mais on n'a pas un souci de représentativité, mais plutôt un souci de caractériser la diversité des situations et des parcours par des études de cas, ce qui nous permet néanmoins de dialoguer avec d'autres disciplines, que ce soit des disciplines de sciences humaines et sociales, mais aussi de la médecine. Sans que le compteur tourne. Alors, okay. Donc, faire Pardon, on n'entend plus. C'est en fait le micro de la salle qui a été coupé, qui semble être désactivé. Pas le micro que vous tenez dans votre main, Stéphanie Mulot, mais celui de l'ordinateur, je pense. Non, mais c'est parce que c'est fonctionné et pas celui-là. Ah. Et là, vous m'entendez? On vous entend, c'est bon. Oui, ça y est. Merci. Celui-ci, en fait, il coupe. Mais là, on va passer par l'ordinateur. Et là, toc. Oui, bon, oui, ça y est, on vous entend en ligne. Merci. Alors, du coup, ce que l'on souhaite interroger en anthropologie, c'est le pluralisme ethnique qui provient donc de cette démographie particulière constituée au fur et à mesure des siècles par des vagues soit de transbords forcés et de la traite des humains, soit de différentes migrations. On peut aussi s'interroger sur la démographie médicale et sur les ratios entre les personnes d'origine hexagonale, les locaux, les migrants, parmi les médecins, les soignants et les patients. Par exemple, on voit aux Antilles-Guyane une majorité de médecins métro, de paramédicaux locaux et de patients d'origine différente. Ce n'est pas le cas à La Réunion, je crois. Et on peut s'interroger sur le fait que la biomédecine reste dominante, même si des médecines populaires minorisées sont largement convoquées par les usagers. Ce qui interroge des concurrences de légitimité, d'efficacité des différents systèmes thérapeutiques, voire des contestations dans ces rapports de domination. On l'a vu avec le Covid.
Donc on interroge des particularités culturelles, c'est ce sur quoi on nous interpelle, mais aussi la politisation de la santé, pour rappeler que la santé s'inscrit dans des rapports sociaux qui sont souvent racisés, politisés, différemment d'un homme à l'autre. J'ai juste dit que les Outre-mer, enfin la catégorie Outre-mer est une catégorie à déconstruire parce qu'en fait, c'est des territoires qui sont complètement différents, des environnements différents, qui sont non seulement différents de l'Hexagone, mais aussi différents entre eux, et que bien souvent, justement, ils confrontent les médecins, les soignants hexagonaux qui arrivent dans ces territoires à de l'altérité et à l'idée qu'il y aurait des particularités culturelles. Et finalement, le point commun, alors c'est ce qu'on interroge, parce que évidemment, il faut le questionner, et que le point commun de tous ces territoires, c'est cette histoire coloniale et le maintien d'une dépendance politique à la France. Alors, y aurait-il une santé spécifique dans les Outre-mer? On sait qu'il y a une prévalence de certaines maladies, qu'elles soient liées à l'alimentation, à la santé mentale, aux épidémies, aux virus, à des dispositions génétiques, des problématiques de santé sexuelle, des problématiques de retard au dépistage. Je passe un peu parce que je suis déjà très en retard. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'interroger les liens entre la colonisation, la dépendance et la santé et de soulever un paradoxe. Depuis Frantz Fanon, on sait combien la colonisation crée des pathologies de la colonisation, de la dépendance, liées au racisme, à la racisation, et qui crée des souffrances psychiques. Raymond Massé, plus récemment, en 2008, a fait une ethno-épidémiologie de la détresse psychique à la Martinique pour montrer comment, là aussi, les problématiques identitaires, de manque d'autonomie, de souveraineté peuvent se traduire par une souffrance psychique. Donc la racisation, le manque de reconnaissance et les violences structurelles, voire des discriminations, peuvent avoir des effets sur la santé, des effets négatifs. D'autant qu'il y a de très fortes inégalités ethno-raciales et territoriales dans les Outre-mer, avec des populations qui ont beaucoup plus accès aux soins et qui d'ailleurs sont même capables de voyager, on parlait de l'effet Boeing autrefois, vers l'Hexagone pour se soigner quand d'autres n'ont pas accès aux soins. Et par ailleurs, le paradoxe, c'est qu'il y a aussi un effet favorable de cette dépendance à la France et à l'Europe qui permet, on le voit, une transition sanitaire entre les pays voisins et la situation française, c'est-à-dire que les dispositifs, les structures et les établissements publics de santé favorisent néanmoins un accès aux soins, même si, on le sait, il n'y a pas forcément une couverture maximale et qu'il y a des retards de prise. Dans les Outre-mer, on a commencé par questionner les matrices culturelles. Alors, on a beaucoup travaillé au départ sur les ethnosciences, c'est-à-dire sur l'ethnomédecine et donc les médecines populaires. Je pense au travail de Catherine Bourgerolles sur la Guadeloupe, qui date déjà de 1983. Vous voyez, quand je vous disais que je viens du XXe siècle. Mais aussi plus récemment de Marc-Olivier Tarot, qui a travaillé sur l'ethnobotanique en Guyane et sur les pharmacopées métissées, et notamment leurs usages dans la sexualité, sur ce qu'il appelle les plantes de l'amour chez les afrodescendants en Guyane. Et donc, on travaille dans ce cas-là sur les usages des plantes médicinales, mais aussi la circulation de ces plantes, et du coup la circulation des savoirs phytomédicinaux. On s'est aussi beaucoup interrogé sur les représentations et usages du corps dans ces sociétés post-esclavagistes. Un corps qu'il faut protéger selon les usages populaires, qu'il faut protéger de l'extérieur. Un corps qui est soigné grâce au recours au jardin créole, qui le protège et qui s'inscrit du coup dans une cosmogonie et un environnement magico-religieux. C'est notamment le travail de Catherine Benoît. Je n'ai pas cité Dolores Porret juste avant. Et puis plus récemment, elle a soutenu en 2020, je crois, je ne sais plus, le travail de Lena Blue, la thèse de Lena Blue sur le corps dans la danse et la question du corps qui est en permanent déséquilibre dans les sociétés post-esclavagistes après justement le fracas de l'esclavage, ce qu'elle appelle le bigidi, le déséquilibre du corps et la recherche permanente d'ancrage. On travaille aussi beaucoup sur les représentations et modèles explicatifs de la maladie, de la santé et du soin, notamment l'interprétation populaire de la maladie et de la guérison. C'était le travail de Jacqueline Andoche à La Réunion, qui montrait comment le pluralisme ethnique s'accompagnait d'un pluralisme religieux
et thérapeutiques, ce qui nous permet de mettre en évidence qu'il existe des nosologies et des étiologies créoles, c'est-à-dire que les maladies sont classées et répertoriées et inscrites dans différents systèmes de pensée, notamment la théorie des humeurs, la dichotomie chaud-froid. Un peu partout, on a des maladies qui sont liées soit au chaud, soit au froid. Le refroidissement, c'est par exemple quand j'ai travaillé sur le Covid, c'est la maladie qu'avaient tous les patients Covid. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé qu'ils souffraient du Covid, mais ils étaient tous refroidis. Mais quand je dis tous, c'est tous. C'est-à-dire de la personne dans la plus démunie aux fonctionnaires territoriaux. Ou à Jacob Desvarieux, chanteur de Cassaf, qui m'a dit « Non, mais j'ai pris froid ». Bon, donc tout le monde avait pris froid. C'était impressionnant, c'était la maladie du froid. On s'était refroidi. On travaille aussi sur les connaissances issues des créolisations des médecines et des savoirs. Et on les remet dans les rapports sociaux issus de la colonie, et donc les rapports de race, les rapports socio-économiques. Je vais passer sur mon... Et du coup, on interroge les thérapeutiques créoles dans ce cadre de pluralisme, donc le pluralisme ethnique, religieux et médical. Ça a été beaucoup le travail de Jean Benoît dès les années 90 à La Réunion, à travers différents ouvrages. Il a interrogé la créolisation des savoirs, des ethnobotaniques, des pratiques religieuses, et notamment ce qu'il a appelé la convocation thérapeutique du sacré, c'est-à-dire comment on utilise le religieux aussi pour se soigner. Et c'était très intéressant cette notion qu'il a produite de pluralisme thérapeutique, de pluralisme médical, pour montrer que les patients circulent dans plusieurs systèmes thérapeutiques sans forcément les opposer, de façon complémentaire, et que finalement ça gêne parfois plus les médecins dans leur médecine allopathique que les usagers eux-mêmes, et ça peut créer des conflits d'ailleurs de prise en soin si les médecins ne comprennent pas ces recours pluriels. Du coup, on travaille aussi les anthropologues travaillent avec ce qu'ils appellent les néo-tradithérapeutes. Alors, soit les tradithérapeutes comme Dr Feuille, mais aussi tous les néo-tradithérapeutes, c'est-à-dire qu'il y a un marché aujourd'hui des médecines et des thérapeutiques alternatives. Il suffit d'aller sur les marchés, que ce soit à Cayenne, à Fort-de-France, j'imagine à Saint-Denis, pour voir que toutes ces approches font florès. Dans la foulée, l'anthropologie s'intéresse aux itinéraires thérapeutiques et aux mobilités thérapeutiques, parce que ce n'est pas seulement les plantes qui circulent, c'est aussi les patients. Donc non seulement entre des systèmes, mais aussi entre des territoires et des pays. Juliette Sakoyan a mis en évidence, par exemple, les mobilités thérapeutiques depuis les Comores vers Mayotte et vers la Réunion, mais aussi vers l'Afrique. Donc on met en évidence que des patients parfois migrent pour raisons de santé. Mais on peut, à l'inverse, déconstruire les stéréotypes sur le fait que certains migrants ne seraient venus que pour se faire soigner. Par exemple, on a montré que les migrants haïtiens qui sont séropositifs ne sont pas venus sachant qu'ils étaient séropositifs, mais ont découvert leur séropositivité à l'arrivée. Et puis, on s'interroge aussi sur les mobilités des professionnels de santé. Il n'y a pas que les patients qui sont soignants. Passent parfois d'ailleurs d'un dôme à l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça construit en termes de pratique ? Alors, une des conclusions de cette approche culturelle de la santé, c'est que la culture n'est pas que du côté des patients, elle est aussi du côté des soignants. Je l'avais montré dans un article là sur l'association culture et inégalité, montrant que la biomédecine est aussi une culture que les soignants portent, et que ce qui est intéressant d'analyser dans les dômes, c'est que on a des soignants qui sont non seulement issus de cultures différentes, qui ont des identités culturelles différentes, et qui sont censés se retrouver dans une culture professionnelle commune. Et ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas forcément tous la même culture soignante, que ce soit les médecins et les soignants, et qui en plus sont en face de patients qui eux-mêmes ont des identités culturelles différentes et des notions de la médecine différentes. Donc c'est vraiment ces rencontres-là particulières qui c'est intéressant d'étudier, et parfois elles sont consensuelles, parfois elles sont conflictuelles, et je pense notamment aux soignants antillais, infirmières, aides-soignantes, qui sont là dans un conflit de loyauté entre leur appartenance culturelle à la Guadeloupe et leur éthique soignante.
Estelle Card a parlé aussi des discriminations dans l'accès aux soins en Guyane, par exemple, en montrant que les discriminations peuvent provenir, c'est pas gagné, hein, peuvent provenir d'enjeux de partage dans l'accès à la santé, mais aussi à la citoyenneté, c'est-à-dire avoir accès à la santé, c'est aussi un droit, et donc est-ce qu'on reconnaît le droit et cette citoyenneté à tous? Et puis comment des perspectives culturalistes, l'intériorisation de formes de catégorisation raciste peuvent priver les patients de l'accès aux soins et créer des formes de discrimination. On travaille aussi sur les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire qu'au-delà de la culture, et vraiment ça c'est important, l'anthropologie ne se résume pas à cette approche culturelle, au contraire elle veut la dépasser, en rappelant évidemment dans son dialogue avec la sociologie que la santé est le fruit de déterminants sociaux, que la culture c'est un ensemble d'héritages, d'habitudes, de croyances et d'habitus, hein, mais que cette culture elle est inégalement répartie et mobilisée selon les individus et selon les milieux sociaux, selon les classes sociales. Donc on rappelle d'une part l'importance des classes, mais aussi que des inégalités sociales de genre, de race, d'âge, de génération sont, comment dire, sont présentes, sont à l'œuvre et sont très actives dans l'accès à la santé, dans l'accès à l'information scientifique et médicale, dans l'accès à la prévention et aux moyens de prévention, par exemple sur le sida, sur le vaccin, sur le Covid, on l'a vu, ou sur l'accès aux soins, et notamment sur l'accès géographique aux soins, hein, en termes de recours. Donc, on rappelle la nécessité de travailler sur les effets de la précarité, du chômage, du niveau d'études ou des bassins de vie sur la santé. Alors, même si elle n'est pas anthropologue, je cite souvent le travail de Daniel Luce et de son équipe sur les inégalités face au cancer aux Antilles. J'y reviendrai, et sur le fait qu'il y a vraiment des inégalités qui sont territoriales et sociales selon les bassins de vie des populations et que ça ne produit pas les mêmes cancers qu'en hexagone. L'accès aux réseaux sociaux pourrait faciliter l'accès à l'information médicale, mais on voit bien combien elle facilite surtout l'accès aux fake news. Et les inégalités sociales, c'est aussi les discriminations ethno-raciales ou coloristes. Et j'y reviendrai plus tard, j'ai travaillé notamment sur la présence de ces discriminations, de ces inégalités dans l'éducation des enfants et les effets sur la santé mentale à travers une étude sur la violence dans l'éducation des enfants. Alors, aujourd'hui, Blandine Soligna nous parlera justement de ces inégalités territoriales. Dans les inégalités, on travaille sur les inégalités dont sont victimes les migrants, hein, et notamment la santé aux migrants, la vulnérabilité, l'accès aux droits. Je pense au travail de Catherine Benoît, évidemment, sur le trafic des êtres humains dans la Caraïbe face au sida. Toujours Catherine Benoît, son travail sur les exceptions juridiques des Outre-mer. Les mesures existent peut-être encore dans les Outre-mer qui n'existent pas dans l'Hexagone. Dans les années 90, on a reconduit à la frontière les patients haïtiens séropositifs, alors que la loi Chevènement aurait obligé à les garder sur le territoire français. Mais bon, on expulsait pour profiter des effets du cyclone Louis en 95, par exemple. Je ne sais pas si je vous parle de ça. Oui, alors ça c'est le travail de Daniel Luce, hein, qui montre qu'on a des inégalités face au cancer qui sont sociales, territoriales, ethniques, et que non seulement on n'a pas les mêmes cancers que dans l'Hexagone, on a plus de cancers de la prostate, de l'estomac, du sein et beaucoup moins du poumon. Et qu'en plus, cette prévalence et cette répartition des cancers, elle est vraiment inscrite dans des facteurs socio-économiques et des conditions de vie. Notamment, il y a une interrogation à avoir sur le cancer de l'estomac qui est lié à une bactérie et qui est en lien avec la précarité. Alors, je vous renvoie à ces travaux parce que là, ce n'est pas de l'anthropologie, mais c'est intéressant de voir comment l'anthropologie peut venir questionner cela en interrogeant la vulnérabilité ethno-raciale et sociale des patients et le suivi médical des usagers, puisque là, en plus, dans le cas des cancers, on est dans des problématiques de dépistage tardif. Alors, oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il y a... Oh là là, tout est de travers là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, désolée. Donc, pour le cas du cancer, bon, qu'est-ce qui s'est passé?
On étudie les perceptions et la gestion des risques face aux maladies, que ce soit face au cancer, mais aussi face aux épidémies, que ce soit le sida, le chikungunya, le Covid. On Bonjour. a fait... Oui, Bonjour. oui. Ah, peut-être je suis... Oui. On travaille sur Pardon. les comportements et la gestion des risques. On étudie les facteurs de modification des comportements, notamment les effets de la stigmatisation dans les espaces d'interconnaissance que sont souvent les Outre-mer, les enjeux en termes de gestion des risques ou de maintien de l'identité sociale, la peur de la stigmatisation, par exemple pour le sida, c'était très fort. Donc, bon, j'ai cité quelques personnes qui ont travaillé sur ces sujets. Et évidemment, en matière de comportement et de gestion des risques, on regarde aussi quels sont les recours alternatifs. Notamment, pourquoi j'ai parlé de renoncement aux soins, parce qu'on a une problématique, par exemple, sur le fait qu'il y a des retards énormes sur l'accès aux soins, parce qu'il faut des mois pour avoir un rendez-vous, et que pendant ce temps, les patients soit ils renoncent, parce que c'est trop long, soit ils vont chercher des recours alternatifs, notamment... Autre point important, je vais y arriver, autre point important que questionne l'anthropologie de la santé, c'est les rapports entre genre et santé, et notamment santé sexuelle dans les Outre-mer. Alors, ça a été très dynamisé par tous les travaux sur la sexualité, les normes de genre et les prises de risques sexuels, notamment autour du VIH. Joël Kabil a travaillé sur les normes de masculinité et les prises de risques. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des risques justement dans un système qui met en scène le viriarcat et le pluripartenariat. Donc là, c'est toutes les normes sur le pluripartenariat sexuel. J'ai abordé ces questions en Guadeloupe, autrefois Frédéric Bourdier en Guyane, Françoise Guillemot à Mayotte, Alice, je pense aussi au Vanuatu. Et puis on travaille, il y a eu beaucoup de travaux aussi sur la santé sexuelle et maternelle, c'est-à-dire sur les recours aux soins et la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus. Dolores en parlera peut-être à La Réunion, à Mayotte. Mais aussi sur toute l'importance des rituels de la grossesse, de l'accouchement et des traitements thérapeutiques de la maternité, notamment le recours aux matrones. Je pense à tous les travaux de Laurence Pourchaise à La Réunion, de Paola Lavra à la Martinique ou de Zakia Ahmed à La Réunion pour les femmes mahoraises, et l'importance de resituer la naissance dans l'environnement social et la transmission de rituels en lignée matrilinéaire. On travaille sur les violences et la santé, c'est-à-dire comment les violences de genre ont des répercussions sur la santé. Là, il y a eu toute une série d'enquêtes à La Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Guadeloupe, à la Martinique, sur ces questions, et notamment sur l'imprégnation des inégalités intersectionnelles sur la santé des femmes victimes de violences. Je le disais tout à l'heure, sur les violences dans l'éducation, et j'ai travaillé sur les effets traumatiques et les effets sur la santé psychique et mentale des enfants qui sont victimes de violences dans l'éducation. Alors, ce que j'appelle la violence, c'est parfois ce que certains appellent l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire à la ceinture. Mais néanmoins, je l'approche par la notion de socialisation précoce à la violence, qui en plus se fait dans un cadre extrêmement racisé, puisque les enfants noirs disent combien ils ont été beaucoup plus maltraités que les enfants blancs, notamment à l'école. Donc comment tout ça s'articule pour produire des conflits ethno-raciaux. La violence altère la santé, et néanmoins, le recours à la violence est justifié par des traditions patriarcales, coloniales, que l'anthropologie doit déconstruire en analysant justement ces rapports de domination. Non, je ne conclus pas. Ce n'est pas encore la conclusion. L'autre façon d'aborder l'anthropologie de la santé, c'est donc dans une anthropologie politique dans les Outre-mer, donc de questionner la politisation de la santé. Alors, ces dernières années, on a vu des travaux se développer sur les liens entre environnement et santé, qui convoquent la notion d'écologie décoloniale autour des travaux de Malcolm Ferdinand. Ruby Lecoq en parlera, je pense, aujourd'hui. On étudie, du coup, dans ce cas, on n'étudie pas seulement la pollution, par exemple, au chlordécone et ses effets sur la santé, et on n'étudie pas seulement les représentations et gestion du risque par les habitants, on étudie aussi la judiciarisation de cette pollution, les mobilisations associatives, la condamnation des effets du plantationocène en permanence réactivé et de la post-colonie,
C'est-à-dire que non seulement on repense le rapport entre le corps et la nature dans les sociétés post-esclavagistes, mais on étudie aussi les ancrages, comment cette pollution touche aux ancrages à la fois territoriaux et identitaires, puisque symboliquement, le chlordécone pollue les racines. Et donc, c'est intéressant de faire une analyse aussi symbolique de cette pollution. Alors, Florence Ménès travaille sur les sargasses et sur la politisation, non pas des causes, mais du traitement politique de cette pollution. Et puis, travailler sur la politisation de la santé, on l'avait fait précédemment, notamment dans le champ du VIH, où plusieurs enquêtes avaient étudié les mobilisations des acteurs dans le champ de la santé, comment on se mobilise pour réclamer le droit à des prises en soins de qualité, le droit au traitement, le droit aux médicaments. Je pense notamment au travail de Sylvain Ferrez dans son ouvrage « Le corps de la honte ». Et puis, évidemment, l'espace politique de la santé, c'était ce qui nous a permis de comprendre l'épidémie de Covid, et notamment le variant Delta en 2021. Alors, je vais là revenir sur un travail que j'ai fait moi. J'ai étudié la politisation, les effets de la politisation par le haut. Vous aurez constaté qu'on a une épidémie qui a été gérée, gouvernée de façon très verticale, et par le président et les ministères, mais aussi par les services déconcentrés de l'État, à laquelle a répondu une politisation par le bas, c'est-à-dire une mobilisation de contre-pouvoirs, que ce soit dans les syndicats, des associations, des contre-pouvoirs médiatiques, politiques, alter-scientifiques. On a vu un conseil scientifique se créer en Guadeloupe, qui est un conseil scientifique citoyen. Et dans ce contexte qui est traversé par un nationalisme important, par exemple en Guadeloupe, l'épidémie a permis de convoquer, une convocation post-coloniale assez opportuniste, pourrait-on dire, de la part de certains syndicats, du ressentiment politique contre l'État. Et du coup, on a condamné la gestion politique de l'épidémie en voyant en elle une forme de réactivation d'une aliénation politique à laquelle s'est opposé donc un discours décolonial. L'analyse politique de cette épidémie permet d'insister sur la perméabilité aux propagandes étrangères. Je passe, on est en pleine dans en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, la circulation des fake news. L'analyse anthropologique permet de mettre en évidence ce que j'ai appelé une néophobie thérapeutique, c'est-à-dire la crainte des nouveaux traitements qui s'est particulièrement cristallisée face à l'ARN messager, et dans un contexte d'effervescence nationaliste qui, au contraire, tendrait à promouvoir une sorte de souveraineté thérapeutique par le recours aux ressources locales. Donc, on l'a vu en Guadeloupe avec l'usage de l'herbe à pic, en Martinique avec le Ravinsara, en Guyane avec le Kouachi. On a utilisé des plantes pour montrer la potentialité non seulement des ressources naturelles, mais aussi des savoir-faire et des praticiens locaux pour inverser le stigmate du colonisé. Et ça, on pouvait l'analyser comme étant une maïotique subalterne des savoirs à l'œuvre en période de pandémie pour tenter d'inverser l'ordre de la domination dans la géopolitique postcoloniale de la santé. Et ça, je pense qu'un peu partout dans les Outre-mer, on a vu cette maïotique subalterne. En élément de conclusion, vous voyez, quand on fait de l'anthropologie, là c'était pour l'anthropologie du Covid, le variant Delta, on resitue les contextes et les structures, la vulnérabilité de la population, les inégalités sociales, la gouvernance politique, la fragilité des dispositifs. Et on voit comment s'articulent pas seulement les représentations culturelles et religieuses de la maladie, c'est souvent là-dessus qu'on nous sollicite, mais on ne doit pas s'arrêter là. On travaille aussi sur des idéologies, sur des mobilisations politiques, les contre-pouvoirs, sur les discours politiques et les contextes de nationalisme appliqués à la santé, donc le nationalisme thérapeutique ou l'écologie décoloniale. On regarde quelles sont les influences à l'échelle globale, l'idéologie néolibérale qui va favoriser les choix individuels, la puissance des réseaux sociaux, et tout cela articulé, ce n'est pas un facteur qu'on peut isoler, c'est vraiment une pluralité explicative, a permis de comprendre la virulence du variant Delta et la mortalité, la surmortalité liée au Covid dans les Outre-mer. Donc,
l'anthropologie de la santé dans les Outre-mer se confronte à la culture, mais ne s'y résume pas. Hein, on la critique, on s'en méfie même de la culture, on la déconstruit. On rappelle que c'est une idéologie de domination, la culture, pour conserver des pratiques traditionnelles. Et puis, pour le fait que l'anthropologie de la santé, c'est une discipline à part entière, elle est pluridimensionnelle. Ce n'est pas juste une petite étude ancillaire annexe d'une recherche en santé publique hein, ou en épidémiologie. C'est vraiment une discipline à part entière, vous l'avez vu. Néanmoins, c'est une discipline qui dialogue avec la santé publique, notamment en produisant des recherches fondamentales, des recherches appliquées, des recherches-actions, des recherches impliquées. On est aussi sollicité en tant qu'expert, en tant que conseil, au niveau local, au niveau national, au niveau international, pour éclairer des politiques publiques, pour éclairer des décisions politiques. Mais aussi, on déconstruit les injonctions normatives de ces politiques publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour être le bras armé des politiques publiques, parce que bien souvent, on nous sollicite en nous demandant d'être finalement des agents de communication pour permettre que les décisions de santé publique soient mieux comprises, acceptées et appliquées par les usagers. Or, ce n'est pas notre rôle, déjà parce qu'on ne fait pas de la com, on n'est pas des médiateurs de santé, on forme les médiateurs de santé, on agit pour les former, pour qu'ils comprennent les contextes sur lesquels ils interviennent, mais on n'est pas là pour justifier ni pour cautionner des décisions, pour au contraire les déconstruire et les critiquer. Voilà, donc le cerbère du temps a été sympa. Il m'a laissé 5 minutes de plus. Merci. Merci de votre attention. Je suis passée vite. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà, soit ici dans la salle, soit en ligne? Ça fait que je ne vois pas moi en ligne les questions. Mais sinon... J'ai été un peu vite peut-être. Si vous voulez que je précise certaines choses. Allez-y. Et parlez bien près du micro. Oui, voilà. Bonjour à tous, je suis Claudine Fagour, présidente de l'association Amazon Paris et présidente de la fédération Amazon. Et nos associations accompagnent les femmes qui ont un cancer et leur entourage. Alors, c'est vrai que cette présentation est vraiment très intéressante, merci, puisque en fait, elle présente une approche holistique du soin du patient, multidimensionnel, puisqu'on parle effectivement de culture, mais également de politique. Et c'est une approche aussi qui est horizontale, puisque dedans, on dit que l'aspect culturel concerne aussi le soignant. Et c'est en cela que c'est intéressant. Et ma question est de savoir si ces travaux sont utilisés au niveau en fait médical, et notamment à travers la formation des soignants qui, issus de l'Hexagone, veulent exercer en fait dans ces territoires. Parce que effectivement, ça pourrait apporter un plus dans la relation soignant-soigné. Voilà. Alors, moi, je peux répondre juste pour les Antilles. La question est de savoir... Alors, déjà, aux Antilles, il n'y a pas de département d'anthropologie ou de sociologie. Il y a une partie de la réponse en carence. Par contre, dans le cadre des études de médecine, il y a soit des DU, par exemple, il y a là, ils sont en train de faire dans les... Il y a eu une d'ailleurs donnée par ma collègue. Et aujourd'hui, dans le DU éthique, il y a des anthropologues, un anthropologue européen qui intervient. Ceci dit, ce qui est souvent demandé, c'est que l'anthropologue permette de texte culturel. Là, par exemple, on sollicite pour faire cours, la formation en médecine, et c'est... Ah, tchouk.
Et voilà, on me demande de présenter le contexte culturel. Dans quel contexte vivent les patients. Donc, bon, et je dois faire tout ça en 3 heures. Donc, je vais en demander 6. Mais bon, donc c'est limité. C'est limité en temps, c'est limité en moyens, c'est limité en perspective, puisque c'est souvent une perspective du coup culturaliste qui est proposée. Maintenant, je pense que ça souligne un besoin, c'est-à-dire de mettre en place des formations qui allient anthropologie et médecine et santé, effectivement. Après, je ne sais pas si à La Réunion ou ailleurs, il y a des... Bonjour, Patricia Zunic, moi je suis hématologue au CHU de La Réunion et merci beaucoup pour votre présentation. On n'a pas de formation particulière lorsqu'on vient travailler en tant que soignant formé en provenance de l'Hexagone. On n'a pas de formation particulière à travailler dans les Outre-mer. Après, j'ai 2 réflexions par rapport à votre présentation, c'est qu'effectivement, c'est de souligner la diversité des Outre-mer. Ça, vous l'avez bien souligné. Alors, en tant que territoire, effectivement, distant, je pense que ça, c'est très important, c'est l'éloignement de l'Hexagone. Et puis, la diversité au sein même du territoire. On le voit, par exemple, pour une étude récente sur le cancer à La Réunion, où il y a un impact direct sur l'espérance de vie des patientes atteintes de cancer du sein, selon leur lieu de résidence, dans les Hauts, donc de façon éloignée par rapport au centre de santé, et côte est très bien desservie, on va dire, par la structure des établissements de santé. Et l'autre réflexion, ça vient bien en illustration. On a eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec notre ARS sur les difficultés de dépistage, donc des campagnes de dépistage nationales avec de très mauvais résultats à La Réunion. C'est quelque chose qu'on a depuis plusieurs années et dont on n'arrive absolument pas à se... Alors, dépistage du cancer, excusez-moi, dépistage du cancer par envoi de courrier aux personnes, aux populations cibles, cancer de l'utérus, cancer du côlon et du rectum. Donc, c'est un dépistage qui a lieu au plan national avec voilà, exactement, et qui a un très très mauvais taux de réponse à La Réunion depuis de nombreuses années, et dont on ne sait absolument pas, enfin, on voit bien les limites, on va dire, en tout cas les angles morts de la réflexion qu'il peut y avoir sur comment rendre ce dépistage plus performant. Sur ce point, on aura la communication de Dolores Pourrette et Amber Cripps qui ont travaillé sur un essai justement qui visait à incentiviser ou non le dépistage pour le cancer du col. Toute petite réponse qui est plutôt un levier potentiel. Les internes sont un maillon très important dans les soins à l'hôpital, et les internes qui viennent en stage dans les CHU, dans les départements d'outre-mer, sont accueillis le premier jour. Et selon les départements, c'est une réunion qui dure plus ou moins longtemps. On leur explique ce qui... Typiquement, c'est le genre de moment où on pourrait faire un point sur les spécificités et les choses qui peuvent être les mêmes qu'en hexagone, ce à quoi il et elle peuvent s'attendre, etc. À La Réunion, ça se met en place. C'est pas du tout le cas à Mayotte, par exemple. Je ne me prononce pas sur les autres territoires, mais par exemple, proposer d'intervenir dans ces moments-là pour parler justement du rapport soignant-soigné local et d'autres éléments qu'a mentionné Stéphanie, ça pourrait être fructueux. Et juste, je me permets d'intervenir par rapport aux besoins identifiés en fait de l'anthropologie dans la santé, et particulièrement en cancérologie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a
qu'a considéré le groupe UCOM, hein, et c'est toute la raison d'être de ce GT5. On a aussi, par rapport au questionnement sur la formation des soignants hexagonaux qui iraient intervenir sur les territoires d'outre-mer, la volonté de mettre sur pied en fait non seulement une réserve sanitaire UCOM, mais aussi de former en fait tous les soignants, non soignants, administratifs qui partiront en appui sur la cancérologie dans les Outre-mer, et bien évidemment d'incorporer dans cette formation des modules de anthropo, enfin au sens large, mais vraiment pour acculturer, pour que les soignants concernés partent avec le maximum de connaissances sur ces spécificités en fait des Outre-mer, pour ne pas se retrouver face à des situations ingérables en fait, par méconnaissance des spécificités qu'on vient d'évoquer à travers cette excellente présentation. Juste pour revenir un petit peu sur le chat, abondance de remerciements et de félicitations pour la qualité de votre présentation, Stéphanie Hulot. Donc, merci encore une fois à vous au nom des 30 participants en ligne. Et puis une question du docteur Moulin, oncologue médical à Tahiti, qui revient un petit peu sur la question de la pénétrance des SHS dans les Outre-mer, avec la question d'abord avec le constat que les SHS perturbent un petit peu les pouvoirs en place localement, et rapport de pouvoir. sur le souhait de savoir comment intensifier en fait la réflexion SHS dans les Outre-mer. Est-ce que créer des unités de recherche dans les universités ultramarines suffisent, et est-ce qu'on a moyen de faire plus pour augmenter cette présence des sciences sociales en santé dans les Outre-mer? C'est une question essentielle, mais c'est une question politique. C'est une question de sous, c'est une question de moyens, c'est une question de décision politique, à la fois au niveau national, au niveau des ministères, si on parle des universités et des établissements, et puis au niveau local. Mais et puis il faut avoir les ressources humaines pour les mettre en place. Mais les universités sont les parents pauvres de l'économie d'économie nationale, donc je ne sais pas trop ce qui est possible. Maintenant, c'est une nécessité. Enfin, à mon sens, c'est une nécessité. Moi, ça fait partie des projets que j'aimerais mener, que de voir se mettre en place des formations sur l'anthropologie de la santé, enfin en tout cas sur les SHS et santé, parce que bon, peut-être que les anthropologues seraient trop gourmands si c'était que anthropologie, mais SHS et santé dans les Outre-mer. Et pour faire plusieurs choses, et notamment pour rappeler, et ça répond à la première partie de votre intervention, c'est pour ça que j'ai remis cette diapo, parce que c'est marrant, j'ai pas la même à l'écran. Comment faire ? Attendez. Voilà. Alors, sur le fait que l'anthropologie se confronte à la culture, mais ne s'y résume pas. Alors, je reviens sur ça parce que c'est vraiment important de dire que, certes, on peut être confronté à des différences culturelles, mais le rapport à la santé ne se résume pas à la culture. C'est-à-dire qu'il y a un travers, et c'est ce que Didier Fassin avait montré, il y a un travers dans les politiques publiques, chez les professionnels de santé, c'est de réduire les patients et leurs difficultés d'accès à la santé ou leurs difficultés d'observance à des particularités culturelles. Or, c'est ce qu'il appelle le culturalisme ordinaire, c'est-à-dire de considérer que c'est la culture qui est responsable d'un défaut de qualité de la santé. Il y a un exemple que je prends tout le temps, mais ça, c'est pas au niveau des Outre-mer. Il faudrait que je me trouve un exemple en Outre-mer. Mais c'est le travail d'Alain Pelboin et de Didier Fassin sur le saturnisme à Paris, dans les années 90, chez les enfants. On avait des taux de contamination, enfin de maladies, de saturnisme et donc de contamination aux métaux lourds impressionnants chez les enfants issus de familles migrantes africaines. Et une des premières explications avancées, c'était c'est des Africains et ça doit être dans leur pratique de. Enfin, s'ils ont des métaux lourds, c'est qu'ils les ont ingérés d'une façon ou d'une autre, et donc on a d'abord incriminé des pratiques culturelles de géophagie. Les Africains, ils mangent de la terre.
Sauf qu'en faisant une étude anthropologique précise, en allant dans les domiciles des personnes, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des gens qui vivent dans des appartements extrêmement vétustes, insalubres, avec des canalisations qui étaient pleines de plomb. Plomb et mercure, c'est ça, le saturnisme, je ne me trompe pas. Et qu'en fait, pourquoi les enfants étaient malades? Parce que les parents souffraient d'inégalités sociales majeures. C'était des familles migrantes qui étaient logées par des marchands de sommeil à des prix prohibitifs, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de papier, qui n'avaient pas forcément accès au travail, à l'emploi. Et donc, en fait, ce n'était pas du tout des facteurs culturels qui faisaient qu'il y avait une surprévalence du saturnisme, c'était les inégalités sociales. Et donc, c'est important parce que c'est un exemple essentiel. Et d'ailleurs, grâce à cela, on a mis en place de nouvelles lois qui impliquent maintenant de faire un bilan, comment ça s'appelle? Vous savez, quand vous louez un appartement, là. Un diagnostic, le diagnostic énergétique qui en même temps, enfin c'est pas que énergétique, ça c'est récent, mais le fait que les habitations doivent être contrôlées sur la présence de mercure, la présence de plomb dans les canalisations, parce que on s'est rendu compte que voilà il y avait cette toxicité. Bon donc l'anthropologie qui n'est pas que culturelle mais politique implique des changements juridiques. Et du coup c'est important de faire attention à pas enfermer l'usager dans sa culture, mais à le replacer dans les conditions matérielles d'existence. Quelles sont ces conditions matérielles d'existence? Et de déconstruire la culture comme étant aussi une idéologie conservatrice. C'est-à-dire qu'on convoque la culture, c'est aussi pour maintenir l'idée que certains sont plus ou moins avancés dans l'échelle du progrès, mais en même temps, certains convoquent la culture pour dire c'est notre identité, c'est nos traditions, c'est notre héritage, on veut le conserver, on ne veut pas le changer. En oubliant que ce conservatisme, bien souvent, il est un agent de reproduction de la domination. Que ce soit la domination coloniale, la domination de genre, donc la domination masculine, la domination sociale. Et en fait, c'est pour ça qu'on interroge en anthropologie les intérêts aussi des anthropologues culturalistes qui veulent maintenir cette lecture de leur société. Donc attention à... Voilà, l'anthropologie est là aussi pour ouvrir des fenêtres autres hein, sur la santé et pas que la culture. Enfin, et puis en plus, alors ce que je dis d'habitude et que j'ai pas dit là, et même si on étudie la culture, on ne considère pas la culture comme une pyramide. C'est-à-dire, c'est pas un espace sacro-saint, immuable, intangible, qu'il faut protéger, qu'il faut conserver en l'état, là. Non, la culture, c'est un truc mobile. C'est quelque chose qui n'arrête pas de changer au fil du temps, qui incorpore de nouvelles choses, qui en abandonne d'autres. On se rend compte qu'il y a des éléments qui n'étaient pas finalement si bien. Je dis toujours, la culture viriarcale, c'était aussi les duels. Bon, ben voilà, on a arrêté les duels parce qu'il y avait un taux de mortalité impressionnant, par exemple. Bon, donc, ben oui, c'est-à-dire que la culture, on peut s'y raccrocher, mais on se rend compte aussi parfois que c'est pas que du bon. Donc, la culture, ça change. Les cultures aussi changent. Voilà, je vais le rajouter au PowerPoint. Merci. Je propose qu'on prenne la pause maintenant et on reprendra donc à 10h40 pour la suite. Mais en tout cas, gardez vos questions. On pourra les poser après parce qu'on aura un temps de discussion et on pourra revenir aussi voilà, sur la présentation globale. Merci à vous. À tout de suite. Merci beaucoup. Alors du coup, ça c'est ouvert plusieurs fois.
Mais oui, je te vois dans la salle. Est-ce que tu m'entends? C'est Ruby. Ça va? Tu m'entends? Non, je pense que le micro est coupé de ton côté. Mais je peux te dire sans que sans que tu aies besoin de me répondre, je ne sais pas. Je vous ai fait un petit mail à Sylvain, Alice et toi pour savoir si c'était possible, comme on a pris un tout petit peu de retard, d'intervertir l'ordre de passage entre Valélia et moi, si elle n'a pas de contraintes, pour être sûre de ne pas être interrompue, comme le jour va se lever chez moi. Voilà, si c'est possible pour Valélia, évidemment. J'entends pas ta réponse, hein. Je te vois parler, mais... Ça marche, je vois ta réponse dans le chat. Super, merci. Alors, on va reprendre si ça vous va. On va inverser un tout petit peu l'ordre des présentations et on va commencer par la présentation de Ruby Lecoq, donc qui va nous parler d'urgence sanitaire et lenteur ethnographique, le cas du lien entre exposition au chlordécone et cancer de la prostate aux Antilles. On aura à la suite quelques questions, si possible, pour Ruby, mais après on aura un temps d'échange, donc ça sera, voilà, gardez juste si vous avez quelques questions vraiment précisément sur la présentation, et ensuite on aura un temps d'échange un peu plus global. Ruby, si tu veux nous partager ta présentation. Oui, tout à fait. Alors, je suis en train d'essayer de partager avec vous ma communication. Est-ce que vous voyez quelque chose là en ligne? Oui, parfait. Ok. Et ensuite, ah oui, voilà, c'est ce que je craignais. Donc, vous avez accès à mes petites anti-sèches. Est-ce que Alice, Mérine et Sylvain... On voit juste ta présentation, Ruby, tu peux y aller. Ouais. Je crois que quand je passe, là, vous voyez à droite mes notes, non? Non, on voit pas tes notes, c'est parfait. Ok, super. Dans le grand écran. Tu peux Très bien. commencer. Merci. Et donc, Bon, tu as je vous 20 remercie. minutes. Merci. Parfait. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'urgence sanitaire et de ce qui pourrait sembler être son opposé, donc la lenteur ethnographique.
en vous prenant l'exemple du cas du lien entre chlordécone et cancer de la prostate aux Antilles. J'ai peut-être un peu triché et il se pourrait bien que je vous parle également d'Ebola en Guinée. Donc l'objectif de cette communication, ça va être de montrer à travers des très brèves vignettes ethnographiques ce que l'anthropologie et son approche par le temps long, Stéphanie Mulot en parlait tout à l'heure, a à apporter à la compréhension des phénomènes de réticence et de résistance qui peuvent être observés dans le cadre des gestions de crise sanitaire. Donc pour ça, je vais commencer par vous présenter très succinctement les 2 projets de recherche desquels je tire les exemples que je vous présente aujourd'hui. Donc cette recherche doctorale sur Ebola et cette recherche postdoctorale sur le chlordécone. Je vous parlerai également des méthodologies qui ont été mises en place dans le cadre de ces 2 terrains de recherche. Je proposerai de vous expliquer en quoi je considère qu'il y a un lien entre ces 2 crises sanitaires qui peuvent sembler géographiquement très éloignées. Et puis, je vous expliquerai ce que j'entends par temps long, un temps long que je vous définirai selon deux définitions. Et puis, pour terminer, je conclurai en tentant de brosser un petit peu le tableau de ce que les anthropologues peuvent apporter aux réponses sanitaires. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter brièvement les 2 projets de recherche dont je tire les propos qui sont présentés aujourd'hui. Donc, pour parler d'Ebola, premièrement, donc il s'agit de mes travaux de recherche doctorale. Pour resituer un petit peu le contexte, même si j'ai vu que Alain Epelboin était présent et le ferait probablement mieux que moi. Donc entre 2014 et 2016, il y a eu dans les pays de la Mano River, donc Guinée, Sierra Leone et Libéria, une épidémie d'Ebola qui a fait plus de 10 000 morts. Et donc c'est sur cette épidémie qu'a porté ma thèse et je l'ai problématisée de la manière suivante, en partant du constat d'une dissonance entre d'un côté le bruit de l'épidémie, la multiplication des articles de recherche, des publications scientifiques sur Ebola, etc. Et puis, à ce moment-là, donc ma thèse qui était financée par un projet européen qui s'appelait Reaching Out, l'épidémie m'était présentée comme une menace mondiale à laquelle il fallait se préparer avec des outils militaires et de la haute technologie. Donc c'est dans ce contexte de bruit de l'épidémie que j'ai commencé mon doctorat. Et pourtant, quand je suis arrivée à Conakry, la capitale de la Guinée, début 2017, donc quelques mois seulement après la fin de l'épidémie, eh bien, je me suis retrouvée non pas face à un bruit, mais plutôt face à un silence, un double silence. Un silence qui était celui des vivants. Lorsque j'interrogeais les gens autour de moi, personne ne souhaitait parler d'Ebola, ou alors cette maladie concernait toujours une tierce personne. Et puis, ce silence était aussi celui des morts, puisque c'est une maladie qui a une létalité importante, entre 40 et 80% selon les contextes, et donc qui avait tué beaucoup des personnes qui auraient été des témoins précieux de cette maladie et de sa gestion en termes de santé publique. Et pourtant, malgré ce double silence, j'étais donc en train de faire ce terrain en Guinée et je constatais des traces nombreuses du passage de cette épidémie, donc la présence d'affiches, de graffitis, la construction d'institutions dédiées à la gestion épidémique, etc. Et donc finalement, ce silence de l'épidémie, eh bien, il en est devenu presque assourdissant pour moi, tellement il dénotait avec les discours médiatiques, les discours scientifiques sur Ebola, et que ça a fini par attiser ma curiosité. Et comme ça, j'en suis venue à me demander si finalement, comment expliquer ce décalage entre bruit et silence, et si finalement, du point de vue de l'expérience de la population, l'épidémie était un événement exceptionnel à la mesure de ce qui avait été décrit par les médias et par la science. Donc ça, c'était pour le premier contexte de recherche. Et donc le deuxième contexte de recherche tout à fait différent, donc c'est des recherches que je conduis depuis novembre 2022 au sujet du chlordécone, donc un pesticide, dans le cadre d'un projet plus grand qui s'appelle Chloé Kappa, qui est une recherche interdisciplinaire qui regroupe des sciences humaines et sociales, des épidémiologues, des cancérologues, des biologistes, etc. Un projet qui est financé par l'Institut national du cancer. Donc ce projet, il s'intéresse donc au chlordécone, ce pesticide qui a été utilisé entre 1972 et 1993 dans les plantations de bananes de Martinique et de Guadeloupe pour lutter contre un nuisible, le charançon du bananier, qui en fait venait grignoter l'intérieur des bananiers.
Et l'utilisation de ce pesticide, elle pose plusieurs problèmes d'un point de vue sanitaire, et c'est ce qui justifie l'existence de ce projet. D'abord, la pollution des sols et des aliments qui y poussent, donc patates douces, ignames, cannes, etc. Mais également la pollution de l'eau, des rivières, de la mer et de la faune qui y vit, donc des poissons, des crabes, des écrevisses. Et de ce fait, cette pollution a des répercussions sur la santé humaine. Donc le chlordécone est un cancérigène, un perturbateur endocrinien, et on sait depuis peu que l'exposition in utero à ce pesticide génère également des troubles neurologiques chez les enfants qui ont été exposés pendant la grossesse de leur mère. Si ces effets sont dramatiques, ils sont d'autant plus inquiétants que cette pollution est estimée durer pour malheureusement très longtemps, de façon assez inégale selon les recherches, mais au moins jusqu'à 600 ans pour les 6 prochains siècles. Alors si cette crise du chlordécone, c'est une crise sanitaire, c'est aussi une crise sociale, et je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et c'est en cela que la recherche en sciences humaines et sociales est intéressante pour permettre d'étudier cette dimension sociale de la pollution. Alors le volet en sciences humaines et sociales de ce projet de recherche, il s'intéresse à plusieurs dimensions de la pollution au chlordécone. D'abord au quotidien des résidents et résidentes en terres contaminée. Ensuite, aux alternatives qui ont été mises en place ou non en termes d'agriculture et de pêche face à cette pollution. On s'intéresse également, puisqu'on a souhaité décaler un petit peu la focale seulement sur le cancer de la prostate, on s'intéresse également aux questions de santé des femmes, infertilité, accouchement prématuré, endométriose, etc. Et puis, dans un volet qui aurait dû démarrer, mais n'a pas encore démarré, on suivra donc l'expérience des patients atteints de cancer de la prostate en parallèle d'une enquête épidémiologique qui devrait commencer, on l'espère, avant la fin de l'année 2024. J'en profite juste pour préciser que cette enquête, je ne la conduis pas seule. Et donc, dans ce projet, et c'est aussi en leur nom que je parle, il y a également, enfin, il y avait jusqu'à il y a quelques jours, Marie Mathieu, qui est également postdoctorante, mais aussi Sarah Aguiton, qui est chargée de recherche au CNRS et qui donc copilote ce projet. Elle le copilote donc avec Malcolm Ferdinand, qui est également chargé de recherche au CNRS. Et puis, on a eu la chance d'être accompagnés, aidés sur ces terrains et de former 4 stagiaires et peut-être d'autres à venir, donc 4 femmes qui ont aussi contribué à collecter les données dont une toute petite partie vous est présentée aujourd'hui. En termes de méthodologie, dans ces 2 recherches, la base de la méthode, elle a reposé sur une ethnographie de longue durée, sur ce fameux temps long. Donc pour Ebola, ça a été une année d'enquête de terrain dans la capitale de la Guinée, Conakry, une année qui en fait est plusieurs terrains mis bout à bout entre 2017 et 2019. En ayant recours à des outils que Stéphanie Mulot mentionnait tout à l'heure et qui sont assez communs en anthropologie, donc des entretiens, des observations, mais aussi parce que j'étais confrontée à cette problématique de double silence liée peut-être à la sensibilité de la maladie, enfin du sujet de la maladie à virus Ebola. J'ai été obligée de ruser un petit peu méthodologiquement en ayant recours à des outils un peu moins communs, à savoir donc des balades commentées et des autopsies verbales. Alors je développe pas plus ces outils-là, mais ça pourra faire l'objet de discussions voilà, au moment des questions-réponses ou dans un temps plus informel, si ça vous intéresse. Pour ce qui concerne le chlordécone, donc c'est une enquête de terrain qui... Il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Je vois le micro qui se déclenche, non? Ok. Non, tu peux y aller. Ça marche. Donc c'est une enquête au sujet du chlordécone qui dure depuis 1 an et demi, enfin un terrain de recherche d'1 année et demie pour l'instant, et qui devrait s'étendre pour encore 1 année et demie. Donc vous voyez un terrain quand même qui s'inscrit une fois encore dans la longue durée, avec un corpus un peu plus fourni puisque c'est un travail d'équipe, et une enquête qui est conduite sur les 2 îles, donc en Martinique et en Guadeloupe. Je vous parle pour ma part plutôt de la Martinique parce que c'est là que je réside, mais j'ai également fait un terrain de plus courte durée en Guadeloupe.
Et vous pouvez voir sur la photo que j'ai oublié de commenter, donc une affiche qui invite citoyens et citoyennes à une mobilisation au sujet du chlordécone et notamment de son traitement juridique. Alors arrivé là, vous devez commencer à vous demander quel lien j'essaye de tisser entre ces deux situations sanitaires qui sont séparées de plusieurs milliers de kilomètres. Alors dans les deux cas, ce sont des situations sanitaires qui sont, vous en conviendrez, dramatiques. Et dans les deux cas, les personnes qui organisent la réponse à ces situations sanitaires, donc médecins, institutions, États, ONG internationales, se retrouvent confrontés à des formes de réticence ou des résistances dans la mise en œuvre des politiques publiques qu'ils essayent de mettre en place. Et donc, pour adresser ces réticences, résistances, on pourra là encore tout à l'heure discuter de la distinction entre ces deux termes. Ils et elles font parfois appel, à tort ou à raison, à des anthropologues. Ces réticences, elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être le refus, par exemple, de recourir à des dispositifs de la réponse sanitaire. Donc, par exemple, le refus de se rendre dans un centre de quarantaine ou le refus de faire une prise de sang pour diagnostiquer son taux de chlordécone dans le sang. Mais ces réticences ou résistances, elles peuvent aussi prendre la forme plus directe de manifestations directement à l'intention des institutions étatiques, comme c'est le cas avec le chlordécone aux Antilles. Donc dans ces deux cas, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait finalement le lit de ces résistances. Et même si je n'ai pas entièrement la réponse à cette question, je propose qu'une partie de la réponse réside dans le lien historique qui lie ces deux endroits du monde. Celui de la traite des personnes esclavisées, arrachées de leurs terres dans le golfe de Guinée, donc le terrain qui deviendra celui d'Ebola, et puis transportées de force jusqu'entre autres en Martinique et en Guadeloupe. Finalement, dans ce triangle que j'espère vous voyez apparaître sur l'écran, ce qui fait le point commun entre la Guinée et les Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, eh bien, c'est ce qui se situe à la troisième extrémité de ce triangle, donc la métropole. Alors, je choisis d'employer le mot métropole volontairement, alors que normalement, je lui préfère celui de France hexagonale. Je le choisis pour faire référence intentionnellement au contexte post-colonial et de rapport entre un centre et ses périphéries qui relient ces territoires. Alors, face à ces situations, de quelle manière l'anthropologie peut contribuer ? En fait, ce que je vous propose dans cette présentation, c'est un petit peu d'inventer l'eau tiède, donc quelque chose de très commun, en vous parlant de cet outil donc, qui est le temps long, qui peut contribuer à diminuer ces zones de friction, ces réticences. Donc le temps long, je l'entends, je vous le disais tout à l'heure, selon deux définitions. Le temps long, c'est d'abord le terrain long, la longue présence sur le lieu de notre enquête. Mais le temps long, c'est aussi l'importance que l'on accorde à l'historicisation, au fait de resituer nos objets de recherche dans leur contexte historique. Et donc, je vous propose maintenant d'exemplifier ces deux acceptions du temps long à travers deux exemples très succincts, une fois encore, tirés de ces terrains. Alors, donc le premier exemple concerne donc la recherche sur Ebola. Sur la slide, vous voyez, même si son visage est flouté et que son nom est fictif, Monsieur Ba. Donc Monsieur Ba, c'est un homme qui vit à Conakry, la capitale de la Guinée. Donc Monsieur Ba a notamment une fille qui s'appelle Mamie, qui un jour arrive chez lui avec les premiers symptômes de la maladie à virus Ebola. Elle arrive chez lui parce qu'en fait, elle a fui la résidence de sa belle famille, la famille de son mari, dans laquelle elle était logée. Et si elle a fui cette résidence, c'est parce qu'en fait, elle fuyait la Croix-Rouge qui avait pour mission de conduire les patients symptomatiques dans des centres de quarantaine dédiés aux patients d'Ebola, appelés CTE, Centre de traitement d'Ebola. Alors, je pourrais aborder cet exemple de Monsieur Ba et de sa fille Mamie sous le prisme de la deuxième acception que je fais du temps long,
en vous expliquant pourquoi cette femme craignait autant de se rendre dans ce centre de quarantaine. Mais c'est pas l'angle choisi pour cet exemple. Et donc, je continue. Donc, Mamie, elle arrive chez son père, Monsieur Bas, où elle se cache. Et finalement, elle y sera dénoncée par plusieurs hommes de sa famille à la Croix-Rouge, notamment par son mari et son frère. Elle finira donc par se rendre dans ce centre de quarantaine. Elle y sera soignée et heureusement, elle en sortira guérie. Monsieur Bas, je vais le rencontrer à plusieurs reprises au cours de ces 3 années sur ce terrain en Guinée pour recueillir son expérience de l'épidémie et à travers lui l'histoire l'itinéraire thérapeutique de sa fille. Et en fait, cette multiplication des rencontres dans le temps, elle va avoir un apport bénéfique à la fois sur la relation de relative confiance créée avec cet interlocuteur, mais aussi sur la perception qu'il a de mon rôle, et enfin de comprendre finalement quel est aussi l'impact, puisqu'on disait tout à l'heure, il s'agit de penser les choses de manière horizontale, et donc de penser également quel est l'impact de ma présence en tant que chercheuse sur son quotidien. Et donc ces 3 effets, ils sont explicités par les verbatims que vous voyez à l'écran, et qui sont donc les mots de Monsieur Bas, qui d'abord me dit « Toi, tu n'es pas comme les autres, tu reviens nous voir ». Donc c'est une phrase qu'il prononce à l'occasion de mon 2e terrain, et qui explicite par la suite en me disant qu'en fait, quand je suis venue pour la première fois, il m'a considérée comme quelqu'un qui travaillait pour une ONG internationale, auquel il avait eu l'habitude d'être confronté pendant l'épidémie, et qu'en fait, avec ce 2e terrain, il comprenait que mon rôle était différent et que ma présence s'inscrivait sur une durée plus importante et surtout que je tenais les promesses que je donnais. Et donc, ça a permis de nourrir cette confiance, encore une fois, relative qu'il m'accordait. Ruby, il te reste 3 minutes. Ah, intéressant. Ok. Bon, en tout cas, ces 3 verbatims permettent de montrer que par le temps long, on renforce les relations de confiance qu'on a avec le terrain. Je vais passer directement du coup à la slide sur le chlordécone. Alors, j'essaie de réfléchir à comment abréger. En vous disant que, donc en Martinique et en Guadeloupe, notre enquête, elle fait plusieurs constats. Celui du fait que la pollution au chlordécone est un sujet, vous le savez déjà, très sensible et très conflictuel, mais aussi qu'il y a un nombre important de dispositifs de prévention, de sensibilisation, de surveillance qui ont été mis en place, notamment des jeux de société, des ateliers de prévention gratuits, des dépistages sanguins, là encore une fois gratuits, et que ce qu'on constate dans notre enquête, c'est que bien souvent, les interlocuteurs que l'on rencontre ne sont pas au courant de l'existence de ces dispositifs, et que lorsqu'ils sont au courant de leur existence, eh bien souvent, ils manifestent de la crainte ou de la méfiance à l'égard de ce dispositif. On constate aussi que malgré la colère au sujet de cette pollution au chlordécone, eh bien la majorité de nos enquêtés ne mettent que peu ou pas de choses en place dans leur quotidien pour limiter leur exposition à ce pesticide. Et donc, pour comprendre ces constats que je viens d'énoncer, on fait en fait dans notre équipe le travail d'historicisation, cette 2e acception du temps long, et notamment en essayant de comprendre pourquoi des termes tels que empoisonnement, génocide sont employés par nos interlocuteurs pour parler de cette pollution. Et donc, pour cause, on constate, on sait que ce pesticide qui a été utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles était déjà interdit depuis 1975 aux États-Unis, et que sa cancérogénicité et son caractère de perturbateur endocrinien étaient déjà connus au moment où son utilisation a été prolongée de manière dérogatoire sur ces territoires d'outre-mer. Et donc, dans ce contexte, celui que je mentionnais tout à l'heure, donc de post-esclavagisme, de post-colonisation, eh bien, la décision de l'État français d'autoriser l'utilisation d'un pesticide dont la dangerosité était connue et avérée, uniquement sur ces territoires ultramarins et dans ce contexte, eh bien, est localement perçue, c'est ce qu'on entend dans les entretiens qu'on conduit, au mieux comme, je cite, une négligence,
un manque de considération quant à la santé des ultramarins, et au pire, et je cite là encore, un empoisonnement ou un génocide. J'imagine que mon temps est terminé. Je vais donc conclure en vous disant que finalement cette présentation, je la veux comme un plaidoyer pour la lenteur en anthropologie. Stéphanie Mulot le disait tout à l'heure, l'anthropologie est une discipline à part entière, qui a sa temporalité à part entière. Alors j'ai listé, vous le verrez dans le poster, toute une série de contributions que l'anthropologie peut apporter à la recherche en santé. Et qui ne sont pas nécessairement de la communication pour faciliter l'acceptabilité des populations. Mais voilà, vous incitez à prendre en compte le fait que l'anthropologie, pour se faire correctement, a besoin de temps long, un temps long que doit lui accorder les projets dans lesquels elle est impliquée. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour les raccourcis que j'ai dû prendre et qui ont peut-être rendu moins clair mon propos. Merci beaucoup, Ruby. Je pense qu'on aura le temps d'échanger pendant les questions pour éventuellement que tu précises certaines parties. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dans ce cas-là, le temps qu'on passe à la présentation de Valélia, désolé, je peux me permettre de poser juste une toute petite question par rapport à ta conclusion sur le temps long de la recherche. Je me demandais plutôt de décaler un peu la question en parlant de la synchronisation des temps, notamment entre le temps de la crise et le temps de l'enquête anthropologique. Je voulais avoir un peu ton point de vue parce que d'une certaine manière, tu es arrivé après coup sur cette crise d'Ebola. Alors c'est plus compliqué de qualifier quand est-ce qu'est la crise, je trouve, pour le chlordécone. Est-ce qu'elle est au moment où on utilisait le pesticide ou maintenant? Mais je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur aussi, est-ce qu'il faut être là pendant les crises? Est-ce qu'au contraire, il y a un intérêt à être en décalé de ces moments de crise? Enfin voilà, un petit peu avoir ton regard là-dessus sur tes deux expériences. Ouais. Je te remercie pour ta question, Sylvain. Alors cette question de la temporalité, elle est très intéressante. Elle m'a taraudée pendant longtemps pendant ma thèse. Notamment, je questionnais la légitimité de données collectées une fois l'épidémie terminée. Et je crois qu'une fois encore, la réponse, elle réside dans cette inscription dans la durée. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu des recherches qui ont été conduites pendant l'épidémie et donc dans des temporalités plus resserrées et qui sont nécessaires. Et en même temps, il me semble que cette contribution que je fais à la recherche sur Ebola dans le recueil de cette expérience post-épidémie, elle permet aussi, puisque c'est une maladie qui revient de manière récurrente en Guinée et dans toute la sous-région, elle permet en fait de nourrir les travaux qui vont être faits pour les futures épidémies. Donc je crois que la recherche en anthropologie, il ne faut pas la penser uniquement sur la temporalité des crises, même si elle peut contribuer à ce moment-là, mais plutôt sur la longue durée. Et ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au moment de la crise de 2014-2016 sur Ebola, ont été sollicités des chercheurs qui avaient travaillé sur cette même maladie sur des temporalités précédentes. Est-ce que je pourrais... Si je peux me... Il y avait une... Oui. C'est plus un commentaire de l'oncologue médical là, qui est face à la situation aujourd'hui des cancers de la prostate et au chlordécone dans les Antilles françaises. Nous, le temps long, on l'a pas en fait. Nous, l'action, c'est aujourd'hui. Donc, espèce de temporalité qui est un peu dissociée entre les entrepôts et les oncos. Ma question, c'est est-ce qu'il y a quand même moyen d'envisager une collaboration? Enfin, est-ce qu'il y a quand même des outils, des sciences sociales qui pourraient être immédiatement disponibles pour nous aider à mieux soigner les patients concernés aujourd'hui? Il me semble que peut-être que quand on commence une recherche sur quelque chose qui se passe maintenant et qui doit être adressé rapidement, comme vous venez de le mentionner,
Une idée peut-être déjà de faire appel à des chercheurs qui ont travaillé avant là-dessus et dont les recherches sont terminées. Il me semble qu'il y a beaucoup d'anthropologues de la santé, d'anthropologie du cancer, d'anthropologie des outre-mer qui ont déjà fait. Donc peut-être une des solutions pourrait être de convoquer des travaux précédents. Et ensuite, effectivement, dans des temporalités, alors qui sont toujours pas immédiates, mais qui sont peut-être plus courtes. Là, par exemple, le projet dans lequel on est, c'est une temporalité de 4 ans. Euh, eh bien, on peut avoir recours à des outils comme les focus group, par exemple, qui permettent de regrouper plusieurs patients pour discuter avec eux de leur perception de la maladie, de leurs attentes, etc. Toujours est-il que et donner ces éléments de contexte, par exemple, qui permettent de comprendre les réticences. Toujours est-il que pour moi, la solution, elle réside une fois encore dans malheureusement cette longue temporalité. Merci. Merci Ruby. Pour faire enfin, je ne fais pas la transition, mais je veux juste faire un petit commentaire aussi, si je peux me permettre. Mais je trouve que ça ouvre aussi une autre question, c'est quand est-ce que commence notre présence sur ces questions-là. Ça pose la question aussi de la présence sur le longtemps sur ces territoires ou pas, la nécessité d'être directement sur les territoires. Mais d'une certaine manière, s'impliquer dans ces questions, c'est peut-être déjà commencer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, ce temps long, il peut aussi commencer par ces groupes-là de travail et d'une certaine manière de ne pas arriver ponctuellement, venir solliciter les sciences sociales que lorsqu'on en a besoin et après les oublier pendant un temps. Et peut-être au contraire de penser ces formes de collaboration sur le temps long. Donc, merci Exactement. beaucoup. On aura de toute Je me façon permets, Sylvain, Oui, vas-y. je me permets un tout petit commentaire que je voulais glisser à la suite de la présentation de Stéphanie Mulot au sujet de la formation des soignants en sciences humaines et sociales. Et juste pour vous dire que si effectivement il n'y a pas dans la formation initiale des soignants de contenu qui va dans ce sens, il y a cependant beaucoup de formations en anthropologie de la santé qui existent et qui vous sont tout à fait ouverts. Je pense au master de sciences sociales de la santé qui va ouvrir l'année prochaine à l'Université de Strasbourg et Alice pourra vous en parler. Je pense à un enseignement que je donne moi-même à l'ENS de Lyon sur l'anthropologie politique de la santé, dans lequel j'ai beaucoup d'auditeurs libres qui sont des soignants. Donc même si ça n'est pas proposé dans votre formation initiale, n'hésitez pas à taper à la porte des formations de sciences humaines et sociales pour venir prendre des informations de là où vous êtes les bienvenus. Je crois que le micro de la salle est coupé. On ne vous entend pas dans la salle.